Les déterminants du vote. Deux grands modèles peuvent être avancés pour expliquer les déterminants du vote, basés sur deux conceptions différentes de l'électeur. Le premier modèle est le modèle holiste et déterministe. Ici, l'électeur est considéré comme passif et il est déterminé par des critères économiques, sociaux et culturels. Le deuxième modèle est le modèle individualiste et rationnel. Ici, l'individu est actif et on considère qu'il prend des décisions rationnelles. Le modèle déterministe considère alors que le vote est l'expression d'appartenance collective. Le premier facteur explicatif est alors la socialisation. Et d'abord, bien sûr, la socialisation primaire. Dans ce cas, pour l'analyse déterministe et culturaliste, la socialisation et l'expression des opinions politiques se fait pendant l'enfance. C'est donc la socialisation primaire qui est essentielle. Et les opinions politiques vont se forger à l'enfance et à l'adolescence et ne sont donc plus modifiables. On reprend alors les expressions politiques de ses parents, car il y a un attachement affectif à un parti, celui de ses parents. La socialisation secondaire va aussi avoir un rôle. D'après l'analyse interactionniste, la socialisation primaire ne transmet pas seulement des idées politiques, elle transmet d'abord un fond de carte, c'est-à-dire l'intérêt ou pas pour la politique. Dans ce cas, les idées peuvent changer au cours de la vie et ce sont notamment les événements qui peuvent modifier les opinions politiques. C'est-à-dire tous les événements personnels que va connaître l'individu. Par exemple, le mariage ou la mobilité sociale. Ainsi, un homme qui était peu intéressé par la politique, parce que ses parents ne l'étaient pas, va pouvoir le devenir après un mariage avec une personne qui est très impliquée dans la vie politique. Ensuite, ce sont ce qu'on appelle les variables lourdes qui vont impacter le choix électoral. C'est ce qui a été mis en évidence par Paul Lazarsfeld lors de l'élection présidentielle américaine de 1940. Il écrit ainsi « Une personne pense politiquement comme elle est socialement ». Selon lui, les orientations politiques sont stables et dépendent des normes du milieu familial, social et culturel. Dans ces conditions, la campagne politique a un effet limité sur les choix politiques. En effet, il va y avoir deux types d'électeurs. Ceux qui sont politisés et intéressés. Ils suivent donc la campagne. Mais, comme ils ont déjà un avis, ils ne vont pas changer d'opinion politique. Ensuite, le deuxième type d'électeurs est ceux qui n'ont pas d'opinion politique forte. Ils pourraient donc changer d'opinion politique. Mais, comme ils ne sont pas intéressés par la politique, ils ne suivent pas la campagne politique. La campagne n'a donc peu d'influence sur le choix électoral. Une variable lourde est en fin de compte un facteur économique ou culturel qui va déterminer les comportements électoraux. Par exemple l'âge, la religion ou bien le patrimoine. La variable lourde la plus importante, celle qui a été mise le plus en évidence, est l'appartenance économique à une catégorie sociale. C'est ce que l'on appelle le vote de classe. Ainsi, ce vote de classe est un vote qui est déterminé par le rapport que les individus entretiennent aux moyens de production et d'échange. On remarque alors que les indépendants votent majoritairement à droite et les salariés à gauche. En revanche, les ouvriers et les employés votent plus à gauche que les cadres supérieurs. Or, aujourd'hui, on remarque que ces variables lourdes sont moins déterminantes, et on le voit notamment par l'évolution du vote de classe. Ce vote de classe a été mesuré par l'indice d'Alford. L'indice d'Alford est la différence entre la part des ouvriers qui votent à gauche et la part des non-ouvriers qui votent à gauche. Plus l'indicateur est proche de 100, plus il y a un vote de classe. En effet, si 100% des ouvriers votent à gauche et 0% des non-ouvriers votent à gauche, on a bien un vote de classe.
Or, aujourd'hui, on se rend compte que l'indice d'Alford est moins élevé pour toutes les démocraties occidentales que dans les années 50. En effet, cet indice d'Alford diminue régulièrement depuis cette date. Ainsi, les différences dans les votes entre ouvriers et non-ouvriers sont moins importantes. Il faut donc mettre en avant d'autres explications. C'est justement ce que vont faire les analyses individualistes. Elles vont mettre en avant que le vote est l'expression d'un choix individuel et rationnel. C'est le développement de l'analyse de l'électeur stratège, qui a été faite par Anthony Downs. Celui-ci met en évidence que l'électeur devient maintenant un électeur stratège, c'est-à-dire qu'il va choisir de manière autonome. Ainsi, c'est un électeur rationnel. Cela s'explique par la démocratisation scolaire. De plus en plus d'individus sont capables de lire les programmes et donc de choisir entre les différents candidats. Cela montre aussi le développement de l'individualisme. L'individu se détache de ses attaches familiales et sociales. Cet électeur stratège va donc opérer un calcul coût-bénéfice. En fonction de l'offre politique, en fonction aussi des enjeux nationaux ou locaux, il va choisir le candidat ou le parti qui maximise ses gains. Il y a donc maintenant un vote sur enjeu. Les électeurs votent en fonction des positions des candidats sur des enjeux précis. Maintenant, le rôle des médias va donc être essentiel, puisque les médias influencent les enjeux de différentes manières. D'abord, ils vont choisir les sujets traités. C'est ce que montrent les théories de l'agenda. En effet, les événements sont nombreux, et les médias ne peuvent traiter tous les événements en même temps. Ils vont donc opérer un tri. Ainsi, ils vont focaliser sur certains événements et en oublier d'autres. Dans ces conditions, les médias définissent un ordre du jour. Ainsi, les médias vont sélectionner les thèmes qui seront érigés en enjeux politiques. Autre influence des médias sur les enjeux, la manière dont sont traités les sujets. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. En effet, un reportage ne peut aborder tous les aspects du sujet. Il faut donc choisir un angle, c'est-à-dire une manière de présenter le sujet. Ainsi, certains points sont abordés au détriment d'autres. Ainsi, les médias vont influencer la façon dont le public va percevoir le sujet. Dernière influence des médias sur les enjeux, la manière dont sont présentées les différentes opinions. C'est l'effet d'amorçage. Les médias vont diffuser une opinion majoritaire. Et donc, ceux qui pensent différemment vont être marginalisés. Ainsi, ils vont se taire ou changer d'avis. Les opinions minoritaires tendent alors à disparaître. Les médias vont donc influencer la manière dont sont présentées les différentes opinions.